Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mardi 8 mai 2018. On va faire le revue des marchés qu'on a l'habitude de faire lundi qui était hier, qui était un jour férié au Royaume-Uni. C'est pour cela que la plupart des marchés, en tout cas européens, sont restés plutôt à l'équilibre. On a eu un euro toutefois qui a continué à se déprécier. À l'inverse, la livre elle a rebondi. Le dollar qui est revenu à son plus haut sommet, enfin son plus haut niveau pardon depuis décembre de l'année dernière. Et on a eu une hausse des marchés actions américains et japonais donc ce matin. Et les indices européens qui évoluent dans le vert également. Alors, avant de poursuivre ce webinaire, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement gage sur le risque. Trader avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte du capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est qualitative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, bien le bonjour à vous Ramsey, j'espère que vous allez bien. Loïc, que je salue également, Luc, Raymond, François, bien le bonjour à vous. Alors, moi je vais très bien, j'espère que vous aussi. Je sais que c'est férié encore en France aujourd'hui, donc voilà, Bourse de Paris, euh, le CAC 40 ne connaîtra pas les volumes standards, normal, tout comme hier. Donc pour information, hein, les volumes du CAC varient entre 3 et 4 milliards par jour hein, environ. Ça dépend un petit peu de l'agenda macroéconomique et des marchés. Mais donc on devrait tourner à peu près comme sur la même base d'hier, c'est-à-dire entre 1,5 et 2,5 milliards. Donc voilà, baisse des volumes en tout cas encore prévue aujourd'hui et retour à la normale normalement dès demain. Nicole, bravo pour le jour de congé. Alors c'est pas au jour férié. Alors moi je travaille au Royaume-Uni, donc aujourd'hui ce n'est pas férié au Royaume-Uni. Donc voilà, je ne pourrais pas bénéficier de cette de ce crédit que vous me donnez, Nicole. Pouvez-vous faire les matières premières après les indices? Très bien. On va faire comme cela. On va commencer par les indices, les matières premières, puis le forex. Alors, tout d'abord, briefing de l'actualité, les marchés asiatiques qui ont légèrement progressé cette nuit avec Wall Street qui a clôturé dans le vert hier grâce au rebond des mastodontes technologiques. On regarde le FANG Index qui a beaucoup progressé. Hein. Donc je vous rappelle, le FANG Index plus qui est coté sur le NYSE regroupe donc en partie Facebook, Amazon, Google, Apple. C'est un petit peu les GAFAM, ce qu'on appelle, sauf avec un petit peu plus de valeur. Voilà, il y en a une dizaine à peu près dans le FANG Index. Le dollar a pris sa hausse et a atteint son niveau le plus élevé depuis décembre, comme je vous l'ai dit au début du webinaire. On a cette nuit l'excédent commercial chinois, pardon, j'ai mis chinois de la Chine, l'excédent commercial chinois avec les États-Unis qui a augmenté d'environ 7 milliards de dollars comparé à mars. Les cours de pétrole qui ont baissé hier après le tweet de Donald Trump annonçant qu'il déclarera sa décision sur l'accord iranien aujourd'hui à 20h. Donc a priori, il y a des rumeurs comme quoi les États-Unis se retireront bel et bien de l'accord iranien malgré la pression effectuée par l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni. Néanmoins, à l'inverse des dernières fois où on a eu l'accord iranien, enfin potentiel euh, pardon retour en arrière sur l'accord iranien, cette fois-ci on a le pétrole qui a baissé. Ça veut bien dire que plus on arrive proche de la deadline et plus le marché a pricé le fait que Donald Trump retirera les États-Unis de l'accord iranien. Donc en clair, c'est achat de la rumeur, vente de la nouvelle. En tout cas, c'est ce qui semblerait, c'est de cette façon dont semblerait réagir le marché. Et enfin, on a la crise politique en Italie qui a continué à s'aggraver hier après l'échec d'un troisième cycle de négociations pour former un gouvernement. Donc il y aura peut-être des nouvelles élections qui seront organisées en juillet. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Où est-ce qu'on voit les volumes pour le CAC 40? Alors un site que je peux vous donner, que vous connaissez tous, Boursorama. Voilà, Boursorama peut donne les volumes. Donc on va voir ça tout de suite. Donc vous allez sur voilà Boursorama et donc là vous avez le CAC 40. CAC 40, vous mettez donc tac tac tac. Alors ça doit être plus bas. Non. Alors les volumes. Donc là on a les volumes qui sont
Volume, vous voyez, 61 millions depuis l'ouverture. Mais sinon, alors, peut-être dans analyse, non. Alors, je ne vais pas tous les jours, je vous l'avoue, sur Boursorama. Donc, ah voilà, c'est ici. Donc vous avez cette petite flèche afficher l'historique sur 5 jours. Et là, vous avez donc les volumes des dernières séances. Donc le 7, vous voyez que les volumes étaient de 2 milliards, enfin 2136 millions, alors que vous voyez les précédentes séances, ça tourne entre 3 et 4 à peu près. Donc on avait quand même une belle baisse. On avait 30% des volumes en moins sur la journée d'hier, et à mon avis aujourd'hui ça va être à peu près la même chose. Voilà, donc des volumes qui ne sont pas à la normale, tout simplement. Alors on continue donc hier soir avec, vous pouvez voir, des marchés actions qui sont en nette hausse avec le dollar, le rendement de 10 ans qui se stabilise sous les 3%, tant qu'il se stabilise sous les 3%, on devrait avoir un dollar qui devrait continuer à gagner du terrain, hein. Donc voilà, et ce matin on a le yen qui continue à progresser, donc on a eu le rebond qui s'effectue à la mi-semaine dernière, dont nous exploitons depuis la fin de semaine dernière. Le gold qui est à l'équilibre, qui progresse très très légèrement, le Nikkei et le Hang Seng, pardon, qui devraient être en vert, je ne sais pas pourquoi, et qui progressent. Et au niveau du calendrier économique, eh bien le plus gros de la journée est déjà passé. Donc on a eu la balance commerciale chinoise, on a eu le taux de chômage en Suisse qui a continué à reculer, 2,7% de taux de chômage en Suisse. C'est beaucoup plus bas que ce que prévoyaient les attentes, qui s'attendaient à un taux inchangé. Donc à terme, bien évidemment, ce taux de chômage devrait soutenir l'inflation en Suisse qui a du mal à progresser. Malgré la baisse du franc. Voilà, donc c'est à noter. Et enfin, donc balance commerciale allemande, qui a été publiée à 8 heures, qui est ressortie en légère hausse en mars, 25,2 milliards d'euros contre 18,5 lors de la précédente publication. Et vous pouvez voir que pour le restant de la journée, nous n'avons plus grand chose. Nous aurons Powell qui va s'exprimer depuis Zurich. Il ne devrait pas avoir quelque chose de très d'annonce très très importante, même si c'est pour le FMI et la BNS, un événement pardon organisé par le FMI et la BNS. Et enfin 14h15, les mises en chantier du Canada. Ne mets-tu pas la phrase de risque de trader le forex? Alors, quelle phrase voulez-vous me parler, Loïc, ou dans alors, si vous pouvez être un tout petit peu plus précis. Donc, on commence les marchés actions, l'Eurostoxx qui est à l'équilibre hier, hein, comme vous avez pu le constater. L'Eurostoxx qui tend vers ses sommets annuels, alors que le CAC consolide sous ceci, hein. Donc aux alentours des 5500 points. Je pense qu'il y a une surperformance à venir du DAX comparé au CAC 40, étant donné que le DAX, contrairement au CAC, n'est pas revenu à ses sommets. Et si on regarde la force relative CAC-DAX, finalement, on devrait avoir une courbe qui devrait s'orienter à la baisse. Donc voilà, je pense que si dorénavant il y a un indice européen à payer, eh bien c'est le DAX. Vous pouvez voir que le CAC DAX, vous voyez, on a une belle divergence. Alors c'est possible, hein, sur les forces relatives de faire de l'analyse chartisme, de l'analyse technique d'une manière générale. Donc vous voyez, divergence de momentum. Donc on devrait probablement avoir le CAC qui devrait sous-performer le DAX. Donc voilà, s'il y a un indice à payer sur les indices parmi les majeurs européens, je pense bel et bien que ça soit le DAX à se positionner, même si on est sous les 13 000. Je pense qu'il y a un potentiel haussier jusqu'aux 13 300 points. Voilà, maintenant l'opportunité de swing trading sur les indices européens, ça serait s'ils reviennent à leur gap du 2-5 février. Vous voyez ce gap là qu'on retrouve sur tous les indices européens. Et bien si on a un retour au niveau de ces gaps, et bien ce serait une opportunité acheteuse. Le MIB, malgré les tensions de Thalie, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'impact sur le marché, en tout cas pour le moment. On a une belle orientation. D'ailleurs, le MIB qui inscrit des nouveaux plus annuels, hein. Donc voilà, on n'a pas de divergence de momentum, donc la tendance est pour le moment saine.
Et donc la prochaine résistance, elle est à 26 000, pardon. Enfin, tout d'abord, nous aurons 25 000 qui sera un seuil psychologique, et ensuite 26. Alors, la décision de Trump sur l'accord iranien pourrait-il faire une forte volatilité sur le Forex à 20 heures? Alors oui, hein, bien évidemment, il pourrait avoir une volatilité sur le Forex à 20 heures. Maintenant, je pense que c'est plus en particulier sur le pétrole, hein, sur les cours de pétrole, on l'a vu, hein, ces dernières séances, chaque fois que Trump s'est exprimé par rapport à l'Iran, ça a beaucoup plus affecté le pétrole que n'importe quel autre actif. Donc je pense que le premier actif impacté par la décision de Donald Trump sera les cours de pétrole. Mais je pense que déjà le marché a bien intégré le risque. D'ailleurs, on l'a vu hier lors de son annonce. Eh bien les cours de pétrole ont reculé alors que toutes les dernières fois les cours de pétrole ont progressé sur fond d'inquiétude sur une réduction de l'offre mondiale. Parce que bien évidemment, s'il y a des barrières commerciales qui sont mises en place, ça sera potentiellement une diminution de l'offre iranienne. Donc diminution de l'offre, le marché qui rééquilibre l'offre et la demande, et donc qui soutient le prix. Maintenant, on voit que hier, le prix a reculé par la première fois, et donc ça montre, en tout cas ça laisse à penser que le marché a déjà intégré ce risque de retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien de 2015. Donc voilà, maintenant, à part si ça va être assez relatif, hein, mais ça va beaucoup dépendre de ce que va indiquer Trump, sur quel ton. C'est fort possible qu'il retire les États-Unis de l'accord, mais quelle sera la nouvelle sanction qui mettra en place son client? Ce sera la prochaine étape dont le marché va spéculer. Alors Didier, le taux de chômage en Suisse, ça fait rêver quel est leur secret. Alors leur secret, je ne sais pas, je pense pas qu'il y a de secret, hein. Déjà faut c'est vrai que ça fait rêver sur ce point. Maintenant bon, c'est pas tout rose non plus, hein. La croissance n'est pas la meilleure en Suisse. Et puis faut juger. Alors d'un point de vue macroéconomique, oui, c'est plutôt bon, mais je pense qu'il faut pas se baser que sur le taux de chômage pour juger la santé économique d'un pays. Maintenant, faut également, j'ai pas regardé, hein, mais faut également regarder le taux de chômage à long terme, le taux de pauvreté. Alors on sait qu'en Suisse, il n'y a pas énormément de pauvreté, mais voilà, il y a un tas d'indicateurs pour juger la situation économique d'un pays. Donc voilà, donc discours de Powell imminent, on va suivre ça de très près. Donc pour les indices européens, plutôt journée haussière attendue, hein, on a les cours de pétrole qui sont à l'équilibre, on a l'euro qui est en consolidation et qui, selon moi, a une perspective, un risque baissier tant qu'il se situe sous les R20 et sous sa moyenne mobile à 200 jours. Personnellement, je pense que le DXY ira rechercher à moyen terme les 93, vous voyez, cette résistance, et pourquoi pas même les 95 points, qui est son plus haut de l'automne dernier. Donc si on a une hausse du DXY, étant donné que l'euro dollar représente 56% de l'indice DXY, bien si on a une hausse du DXY, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de l'euro. Donc, une baisse de l'euro dollar. Donc voilà. Donc moi personnellement, je suis baissier sur l'euro, étant donné que j'envisage une reprise du DXY. D'ailleurs, on va regarder Alors pardon, je me suis un petit peu écarté de la ligne directrice. On va continuer sur les marchés actions, les matières premières et ensuite le forex. Excusez-moi, je me suis un petit peu perdu. Donc le S&P qui se situe toujours dans son triangle descendant entre sa moyenne mobile à 200 jours et cette oblique baissière. Alors cette oblique baissière qu'on va ajuster. Donc là on a avec les prix de clôture, mais si on vient chercher donc les mèches, vous voyez on a un triangle sous lequel le cours a parfaitement réagi hier. Donc voilà, tant que c'est sous ce triangle, je pense qu'il faut plutôt vendre l'oblique et acheter la moyenne mobile. Et ensuite, il faudra regarder, surveiller la réaction du marché
Si on a un dépassement simplement de cet oblique, ce sera un signal haussier direction les 2800, qui est le récent sommet. Donc à contraire, si on a une clôture sur la moyenne mobile à 200 jours, signal baissier jusqu'à 2690, et si on a un franchissement de ce support, signal baissier jusqu'à 2500. Le dos, vous voyez qu'il est sorti de son triangle, mais il n'a pas non plus pris une orientation haussière, donc range, tout simplement, entre la moyenne mobile et son récent sommet à la moyenne mobile à 100 séances. Donc, moyenne mobile à 200 et 100 séances à surveiller tous les deux. On passe aux matières premières, l'or. L'or qui est toujours dans un range. Malgré la hausse du dollar, ce qui montre quand même qu'il y a quelques inquiétudes sur les marchés. Techniquement, l'or se paye en bas de ce range. Maintenant, honnêtement, vu la tendance du dollar, ça me semble compliqué de payer. En tout cas, si vous êtes haussier sur le dollar, ça me semble compliqué de payer l'or malgré le fait qu'il soit soutenu. Vous voyez qu'il n'est pas franchi, qu'il n'est pas sorti par le bas de son range. Donc maintenant, si vous êtes baissier sur l'or, sur le dollar, alors l'achat or prend tout son sens, étant donné qu'il est en bas de son range dans lequel il évolue depuis le début de l'année. Voilà, donc tout dépend de votre opinion sur le dollar. Si vous êtes haussier sur le dollar, honnêtement, je ne toucherai pas à l'or. Maintenant, si vous êtes baissier sur le dollar, dans ce cas-là, c'est cohérent de payer l'or étant donné qu'il est sur un très bon niveau de prix. Vous voyez qu'il a parfaitement rebondi sur sa moyenne mobile à 200 jours, parfaitement rebondi en bas de son range. Donc ça montre bien que cette zone entre 1310 et 1300, pour faire large, eh bien elle est plutôt attractive à court terme. Brut, Brent, qui ont rejoint tous les deux leur seuil psychologique, 70-75 dollars. Donc la décision iranienne, eh bien soit va permettre aux deux cours de clôturer au-dessus de ces seuils psychologiques, auquel cas ce seront des signaux haussiers en direction des 75 dollars pour le brut et 80 dollars pour le Brent. Alors je ne dis pas qu'on va rejoindre ces deux seuils en quelques séances, mais en tout cas ça sera un signal bullish. Dans le cas contraire, je pense, vous voyez, que c'est important d'avoir des signaux qui convergent. On a eu le Brent qui a déjà clôturé hier au-dessus de son seuil psychologique, mais pas le brut. Donc voilà, utilisez ce signal avec précaution, surtout sur les cours de pétrole qui sont beaucoup corrélés. Je pense que c'est important d'attendre des signaux qui convergent. Donc tant qu'on n'a pas le brut qui franchit, qui clôture au-dessus de 70 dollars, ça me semble compliqué d'exploiter le signal haussier du Brent. Et donc voilà pour ce qui est des matières premières, on passe sur le FX. Au niveau des indices, on peut voir qu'on a le NZD qui surperforme. Alors NZD, Yen qui surperforme tous les deux. À l'inverse, le CAD, le dollar, alors le CAD qui est en baisse, qui a devise qui sous-performe. L'USD, le franc suisse, l'euro, l'AUD qui sont à équilibre, le JBP en légère hausse. Donc le Yen, regardez, le Yen index qui est proche de ses sommets, en tout cas il est en direction de ses sommets de l'année, donc perspective haussière sur le Yen. Le NZD, depuis la fin de semaine dernière, je me dis que le NZD pourrait rebondir, même si voilà, il teste encore, il travaille toujours son plus bas. Regardez le momentum. Le momentum est haussier alors que les prix de clôture sont à la baisse. Donc on a une petite divergence haussière entre le momentum et le prix sur le NZD index. Donc il faut attendre bien évidemment une confirmation, en ayant le RSI qui clôture au-dessus de 50 et le prix au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Mais en tout cas, vous voyez que potentiellement on est à la fin du bear market du NZD. Donc on aura peut-être, je dis bien peut-être, une surperformance du NZD. Et donc là, du NZD, peut-être que le pan haut a été effectué. Maintenant, encore une fois, ce que j'attends, c'est, je n'invaliderai pas la stratégie, donc le RSI n'aura pas clôturé sous 50. S'il clôture sous 50, faudra prendre les bénéfices. De toute façon, normalement, il ne devrait plus avoir de risque sur cette position. Votre stop devrait au moins être au prix d'entrée normalement. Voilà, donc AUD-NZD, on reste patient. Il n'y a pas le momentum que j'attends, mais rien n'est perdu encore. L'AUD toujours sous pression, On a un RSI quand même qui diverge à la hausse. Regardez, momentum haussier.
prix clôture à la baisse. Voilà, donc divergence sur la UD qui pourrait, en plus elle est assez grosse, elle est assez grande, donc elle pourrait finalement émettre un bon signal si le prix clôture au-dessus de cette oblique. Voilà, si on a l'oblique qui est brisée, cette oblique qui vient faire pression depuis le début de l'année, eh bien ce sera un signal haussier. L'euro sort par le bas de ce canal, c'est clairement un signal baissier. Je pense que l'euro peut revenir à ses niveaux d'octobre à terme, donc en clair une belle baisse à prévoir, je pense, sur l'euro. Pour ça que je ne serais pas surpris de voir l'euro-dollar revenir à 1,17 d'ici quelques semaines. Ouais, ce niveau de prix, ça me semble concrètement possible. Donc je suis clairement baissé sur l'euro. Je pense que c'est une devise qui va sous-performer pour ces prochaines semaines. Le GBP est également sorti de son canal. On peut voir qu'on a un pullback qui a été effectué depuis le début de la semaine. Néanmoins, je reste baissier. Je reste baissier étant donné que voilà, le GBP Index est sorti de celui-ci, donc je reste baissier. Je pense que le cours peut encore baisser tout comme l'euro. Le CHF, alors qui est toujours à la baisse, mais qui est toujours en même temps dans son support de mars 2015, donc je reste fidèle à ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire que je ne touche pas au franc suisse, en tout cas je ne passe pas la vente tant qu'on n'a pas la clôture hebdomadaire, je dis bien hebdomadaire, du franc suisse index en dessous de ce support. Si on a le CHF index qui clôture cette semaine sous ce support, ce sera un signal baissier et on pourra vendre le franc suisse. En attendant, je reste neutre. L'USD, donc on a une petite consolidation à court terme, mais bon, on voit que la tendance est clairement haussière. Et à l'inverse du DXY, cet index qui est pondéré de façon beaucoup plus équilibrée, eh bien, est proche de ses plus hauts de l'automne dernier, alors que le DXY est encore assez loin. Si vous regardez ici, cet index, il est à 1%, un peu plus d'1% de ses sommets de l'automne dernier, alors que le DXY, il est à, c'est plus haut, il est à plus de 275, donc plus du double. Et enfin le CAD, alors on peut voir qu'il y a une belle prise de bénéfice à cette résistance. Néanmoins, on n'a pas de signaux baissiers, on n'a pas de divergence. Le prix qui est toujours au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. Donc pour moi, il n'y a rien à faire encore sur le CAD. Faut pas encore le shorter. Le payer, ça me semble compliqué. Donc voilà, neutre sur le CAD. Donc en clair, yen haussier, NZD reste prudent, mais on pourrait mettre en place des stratégies acheteuses d'ici quelques séances. L'EUD toujours neutre. L'euro baissier. GBP baissier. CHF neutre. Dollar haussier. Donc USD yen, ça me semble deux devises à payer pour le moment face à l'euro, par exemple. L'euro qui me semble être une excellente devise à shorter. Donc euro-dollar et euro-yen, c'est deux devises qui m'intéressent particulièrement à vendre. Si on utilise le retracement de Fibonacci, vous pouvez voir que là, on a l'euro-yen qui teste un puissant niveau de support. C'est un seuil psychologique, mais c'est également un prix de clôture mensuel à 128,87. Donc on peut dire qu'on a une zone de support ici, sur laquelle la probabilité d'un rebond est quand même assez importante. Mais donc en utilisant les retracements de Fibonacci, on peut voir que d'ailleurs, ce niveau de 128,87 correspond quasiment au pips près, 38% de retracement de cette tendance. Voilà, donc si on a une clôture sous ce support, ce sera clairement un signal baissier en direction de ce niveau-là, qui est 50% de retracement de cette tendance. Voilà, donc l'euro-yen, perspective baissière. Et je pense que même si c'est un niveau de support, il va dans le fond être, à court terme, il va être enfoncé. Donc personnellement, je ne mettrai pas en place des stratégies acheteuses sur ce support. Voilà, donc l'euro-yen, ça se short, clairement. Un mot sur l'AUD USD. L'AUD USD en bas d'un canal, vous voyez le canal rouge en pointillé. Donc j'ai envie de dire qu'il y a probabilité de rebond. Maintenant, faut pas oublier que le dollar US est assez fort, donc ça me semble compliqué d'acheter l'AUD quand on regarde ces deux index. Vous voyez, AUD, USD. Ça me semble compliqué de shorter le dollar. Donc l'AUD USD pourrait rebondir. Le dollar australien pourrait rebondir. Mais s'il y a une devise à vendre
face à un dollar australien, si vous voulez payer le dollar australien, c'est plus le NZD actuellement, parce que le NZD commence à émettre des signaux haussiers. C'est pas encore validé, mais on a pour le moment un momentum qui s'oriente à la hausse. Mais donc, je le répète, s'il y a une devise à shorter face à n'importe quelle autre devise actuellement, c'est l'euro. Donc, euro AUD, si vous voulez payer du dollar australien, l'euro AUD, short euro AUD me semble beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, on avait une divergence baissière que j'ai pas constatée. Vous voyez, sommet, sommet, de plus en plus bas, sommet, sommet, de plus en plus haut. Validation, la divergence, le mercredi 2 mai. Mercredi la semaine dernière. Donc, hop. On peut tracer une oblique. Alors non. Bon, donc ça c'est une oblique à surveiller. Elle n'est pas confirmée étant donné qu'il n'y a que 2 points de contact, mais elle est tout de même à surveiller. Et sinon, je pense que donc sur l'hebdomadaire, bon, on peut tracer une oblique de long terme. Et voilà, c'est tout ce que je vois sur l'euro AUD pour le moment. Donc voilà, si vous voulez payer du dollar australien, faut mieux le faire face à l'euro. Donc l'euro AUD, ça peut shorter jusqu'à 1,55. Alors la date du gap sur les indices européens, c'est le 2 au 5 février. C'est un gap over weekend. Voilà, maintenant, pour être honnête avec vous, payer le dollar australien actuellement, ça me semble compliqué. On n'a pas les signaux haussiers nécessaires. On voit quand même que le dollar australien a du mal. Concrètement, il a besoin le dollar australien, le marché a besoin vraiment de concret dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine pour rebondir. C'est en tout cas ce que je pense qu'il manque pour que le dollar australien rebondisse. Il est sous pression parce que nous n'avons pas eu encore d'annonce officielle de la part des deux pays. Les deux parties se sont réunies jeudi, vendredi la semaine dernière. Il n'y a eu aucune annonce comme quoi ils ont trouvé un accord ou une avancée des négociations. D'ailleurs, ils vont à nouveau se retrouver cette semaine, cette fois-ci à la Maison Blanche. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas d'annonce positive ni négative concernant les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Donc tant qu'on n'a pas de concret, je pense que le dollar australien va rester sous pression. Maintenant, oui, il est sur support, il est sur support de long terme, et on a un RSI qui quand même est haussier, qui diverge à la hausse. Donc, on a quand même des signaux haussiers qui émergent, mais ils sont vraiment à leur début. Et on n'a pas encore les signaux pour confirmer, pour vraiment utiliser c'est vraiment ces signaux qui émergent. Donc voilà, vraiment, pour moi, le signal haussier pourra être donné si on a le RSI qui dépasse 50 et le prix qui dépasse cette oblique. Une moyenne mobile, lorsque le prix range, elle ne sert à rien. Donc là, on peut voir que prix range, la moyenne mobile est à plate. Une moyenne mobile à plate n'est pas utile. Hein. Voilà, donc c'est que en tendance qu'une moyenne mobile peut être intéressante. Donc voilà, elle n'est pas exploitable cette moyenne mobile à 20 jours pour le moment. Le CHF, alors le CHF, comme je l'ai dit, je reste neutre tant qu'on n'a pas la clôture hebdomadaire. Mais que faire Eh bien, donc pour le moment rien du tout. Mais par contre, une paire qui pourrait être intéressante, c'est vente CHF Yen. Voilà, CHF Yen, ça pourrait être une paire assez intéressante à shorter en direction de ce plus bas, hein, ce plus bas de 2017, donc à 107,67, voire même 105, malgré un RSI en survente. D'ailleurs, un RSI en survente n'est pas un signal bullish. Hein. Donc voilà, maintenant, attendons vraiment je pense, le signal baissier sur le CHF Index pour vendre, le CHF Yen. Voilà, donc en clair, ce matin, vente euro, ça me semble assez, on va dire, safe, hein, facile à vendre l'euro à court terme.
et à l'achat, achat yen, achat dollar. Ce qui est bien avec la vente euro, c'est que ça devrait, dans le fond, permettre aux indices européens de continuer à surperformer. D'ailleurs, on le voit. Regardez l'Eurostox 50 depuis le début de l'année. Alors, il n'y a pas une corrélation totalement négative, hein, mais on va le voir ensemble. Eurostox, euro-dollar. Donc l'Eurostox, c'est les bougies, l'euro face au dollar en bleu. Point de l'euro, point bas de l'Eurostox. Donc bien évidemment, encore une fois, la corrélation n'est pas totalement négative, parce que si on regarde sur une année, on a des périodes où l'euro n'a pas d'impact sur l'Eurostox. En fait, dès qu'on a un focus sur quand on a des tensions géopolitiques importantes, cette corrélation est fortement atténuée. Vraiment, on peut voir en tout cas sur un an, regardez ici, l'Eurostox qui monte, l'euro qui baisse. Voilà, donc si on estime que l'euro peut revenir, vous voyez, vers ses plus bas de l'automne dernier, donc c'était vers 1,15, eh bien ça devrait soutenir l'Eurostox jusqu'à ses sommets de l'année 2017 vers les 3000, 3150, 3700. Alors, on me dit que le gap du 2-5 février sur le S&P a été comblé. Alors non, regardez ici, 1-2 février, pardon, sur les indices américains, c'est le 1-2 février. Sur les indices européens, c'est les 2-5. Sur les indices américains, c'était 15 jours, et sur les indices européens, c'était le week-end. Voilà, sur les indices, comme vous pouvez voir, sur les indices américains, on n'a pas le gap, en tout cas sur le futur. Donc, voilà. Bien évidemment, on l'a sur le cash, sur le réel. Mais donc voilà, il faut savoir que le S&P et les indices européens restent en dessous de leur niveau du début de l'année. Les indices américains évoluent dans le rouge depuis le début de l'année. Enfin, depuis le début de l'année, non pas depuis le début de l'année, mais ils sont en dessous de leur niveau d'ouverture. Si vous regardez l'Eurostox depuis le début de l'année, donc qui est en hausse de 1,41%, ce qui n'est pas beaucoup. Si on compare au CAC 40, on va mettre le S&P et le Dow. Alors, attendez. Alors, S&P, a priori, voilà. Donc c'était pas le bon que j'avais sélectionné. S&P. Donc CAC en bleu, l'Eurostox bougie, et on va mettre le Dow Jones et le S&P en vert, hein, tous les deux, juste pour faire voir le marché action américain. Les marchés actions américains, comme vous pouvez le constater, ils sont en baisse depuis le début de l'année. Moins 0,86 et moins 1,88%. Alors que l'Eurostox gagne 1,41 et le CAC 4,59. Donc voilà, les indices américains ont pour le moment beaucoup plus de mal à progresser que les indices européens. Qui est le patron entre le S&P et le Dow alors c'est compliqué de répondre par oui ou par non. Comment dire faut savoir que le Dow Jones, déjà, il est composé beaucoup moins de secteur tech. Or, le secteur tech a dorénavant, depuis quelques années, énormément d'influence sur les marchés actions américains. Donc pour moi, la composition du Dow Jones ne représente pas la composition des marchés américains. D'ailleurs, le S&P 500 qui est le benchmark, il est beaucoup mieux pondéré. Le Nasdaq, quant à lui, c'est un indice technologique, donc c'est normal qu'il n'ait pas du tout, qui ne reflète pas du tout les indices, enfin, pas du tout.
qui ne reflète pas totalement les marchés américains. Mais pour moi, la pondération du secteur tech dans le dos est trop faible. Concrètement, on n'a qu'Apple hein, dans le dos, on n'a pas de Google, on n'a pas de Amazon, on n'a pas de Facebook. Or, aujourd'hui, c'est des mastodontes, ça fait partie des plus importantes captations boursières au monde, également américaines. Et faut savoir qu'ils ne codent pas de la même façon. Le S&P cote est pondéré par rapport à la captation boursière. Donc par exemple Apple, qui est l'entreprise la plus capitalisée au monde, c'est celle qui a le plus de poids dans l'indice S&P ou dans l'indice Nasdaq. Mais ce n'est pas l'action qui a le plus de poids dans le Dow Jones. Parce que le Dow Jones, il est pondéré par le prix de l'action. C'est-à-dire que si vous avez une capitalisation boursière de 1 million, mais que votre action vaut 1000 euros, eh bien elle vaudra 5 fois plus. Elle aura un impact 5 fois plus important que l'action Apple, étant donné que l'action Apple est un petit peu en dessous de 200 euros, enfin 200 dollars. Donc voilà, déjà ils ne sont pas construits de la même façon, Dow Jones et S&P. Et en plus de cela, la composition n'est pas la même. Donc dire que l'un ou l'autre est le patron, je pense c'est un petit peu compliqué. Par contre, le S&P c'est un petit peu le benchmark, c'est jugé comme le succès relatif. Si un trader arrive à battre la performance du S&P, on dit qu'il a réussi. Et s'il n'a pas battu la performance du S&P, on dit qu'il a échoué. Voilà, donc le S&P est plutôt un benchmark, plutôt donne la température du marché, alors que le Dow Jones c'est vraiment, je trouve, un actif de trading et qui est extrêmement liquide, voilà, vraiment très très bon à trader. Maintenant, dire que l'un guide l'autre, je ne dirais pas cela. Au contraire, en fait, je dirais plus que c'est le Nasdaq. Alors, je dis pas que le Nasdaq guide les marchés actions, mais en ce moment, ces dernières années, si les techs sont dans le rouge, il y a des fortes chances que c'est le marché actions entier, enfin tous les marchés actions qui sont dans le rouge. Alors, ça ne veut pas dire tous les secteurs, mais au final, on a généralement des marchés qui sont dans le rouge. D'ailleurs, si vous voulez être le moins exposé sur les techs parmi le Dow et le S&P et Nasdaq, faut choisir le Dow. Comme je vous l'ai dit, le Dow, c'est l'indice qui a le moins de tech dans l'indice. Voilà. IG travaille à Paris. Alors oui, hein, IG a un bureau à Paris hein, sur Georges V, hein, dans le 8e arrondissement. Voilà, donc oui, IG travaille à Paris. Et donc voilà, écoutez, hein, moi j'ai fait le tour du marché. Alors on va faire un petit tour sur les crypto-monnaies, étant donné que on n'a pas fait de webinaire spécial hier. Donc le Bitcoin qui reste sous ses sommets. Néanmoins, attention, on a une divergence baissière qui est en train de se former. Regardez le momentum, les sommets sont de plus en plus bas alors que le prix est de plus en plus haut. Donc ça pourrait remettre en question ce rebond, on pourrait s'attendre à un retour à ce récent plus bas vers les 8000 dollars. Le Bitcoin Cash qui a beaucoup progressé ces dernières séances, il avait progressé de 50% en avril et progresse à nouveau, vous voyez, il continue à progresser depuis le mois de mai, non, encore 50%. Le Bitcoin Cash qui est revenu proche des 2000 et je pense qu'il va tendre vers ce niveau de prix. L'Ether qui a dépassé enfin ce pivot. Et donc là, la prochaine résistance, elle est à 860 dollars. Pourquoi on a ce rebond? Eh bien déjà, on a un rebond parce que le marché s'est globalement assaini. On a pu ceux qui étaient à l'achat, qui ont tenu leur position acheteuse pendant tout ce niveau-là, c'est ceux qui croient réellement aux crypto-monnaies. Toutes les personnes qui ont acheté des crypto-monnaies sans vraiment connaître ce que c'est, juste en raison de l'euphorie, eh bien, sont globalement sortis du marché au vu de la baisse. Hein. Quand vous prenez 50-60% de baisse, ça remet un petit peu en question votre investissement et votre manière d'agir. Donc, cette baisse a vraiment permis, selon moi, d'assainir le marché. D'ailleurs, il y a un article qui va ressortir, premier article sur le site IG, parce que oui, maintenant, IG France publie des articles sur MyIG. Donc, j'ai le plaisir de publier un article qui sortira demain sur le site IG France, mon premier article donc que je vous enverrai si vous le souhaitez en lien dans ce webinaire. Oui, rapport Jolt cet après-midi
François, maintenant le rapport de Jones n'a pas énormément d'influence sur le marché, n'a pas vraiment d'influence même, étant donné que c'est surtout le rapport NFP qui est le plus important. Donc voilà, rapport de Jones, oui, ça sera à suivre. Maintenant, ce que ça va faire, ça va influencer le dollar, est-ce que c'est à cause du Jolt que le dollar va clôturer à la hausse ou à la baisse? Non. Donc IG est fermé. Alors, vous pouvez trader un IG, étant donné que voilà, on a de toute façon tout le temps des bureaux qui sont ouverts, hein, même que ce soit le week-end, peu importe, c'est toujours du monde dans des bureaux dans le monde, hein, peu importe l'heure, voilà, il y a toujours des personnes. Donc les ordres de toute façon vous pouvez trader. Maintenant le bureau parisien, oui, je ne pense pas qu'il y a des personnes aujourd'hui, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné. Ouais, mais en tout cas, c'est le même service que voilà que dans les périodes classiques, hein. Alors pas d'analyse, si, regardez, moi je travaille, hein, pour la communauté francophone et donc voilà, il y a des analystes. Daily FX fait partie d'IG, hein, je vous rappelle. Donc s'il y a des analystes qui sont présents, normalement il y a toujours des analystes présents. Et donc voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire savoir, hein, via les réseaux sociaux. En clair, si je devais résumer, short de l'euro, achat du yen ou du dollar. Les autres devises, on reste pour un moment neutre. On a des signaux qui émergent, ou alors il y en a d'autres qui justement en train de s'atténuer, mais on n'a pas de confirmation, on n'a pas des signaux, on va dire suffisants pour passer long ou short. Donc voilà, achat euro, vente euro, achat yen, achat dollar. Les marchés actions qui sont attendus à la hausse. Maintenant, soyons prudents. Soyons prudents à l'annonce de Donald Trump ce soir à 20h heure française concernant l'accord nucléaire iranien de 2015. Et voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour ma prochaine revue de marché.